Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, évaluer l'impact des formations, ça c'est un sujet important. Alors en amont et bien sûr en aval d'une formation, on va en parler avec Chloé Kayem. Elle est consultante RH, coach exécutif certifié chez Inition Programme. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais elle me reprendra tout à l'heure. On parlera du manager score. Le cercle RH, un sujet tabou, le deuil en entreprise. Comment l'accompagner? Comment accompagner un collaborateur qui a été touché par ce deuil? C'est un vrai sujet. Est-ce que l'entreprise, d'ailleurs, doit s'accaparer, doit s'emparer de ce sujet? On en parlera avec deux expertes, Marie Tournigan et Clara Lévy-Leparquier. Elles seront nos invitées dans le cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, les Français et la formation professionnelle. Nicolas Montetago, directeur général de Vis Plus Academy, nous parlera du digital learning, du 100% learning grâce au digital. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, parlons formation. C'est un sujet évidemment important, l'accompagnement des collaborateurs, des cadres, des managers, pour qu'ils soient toujours performants. On en parle avec Chloé Kayem. Bonjour Chloé. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes consultante RH, coach exécutif certifié chez Inition. Ignition. Oh là là là, quelle catastrophe. Ignition Programme. Et on va parler du manager score. On va d'abord parler fièrement de ce que vous faites, de l'accompagnement de ces managers. C'est important d'évaluer en amont d'abord les besoins. C'est nécessaire de le faire? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, nous, avant toute formation et même avant de l'accompagnement individuel comme du coaching ou du mentorat, on va faire un diagnostic très qualitatif avec des interviews. Mais là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'avoir une analyse aussi quantitative grâce au Manager Score. Alors, le Manager Score, c'est un outil tech, hein, c'est de la technologie. C'est quoi? C'est un questionnaire, c'est un tableau qui va permettre finalement quoi de faire un peu le portrait robot de la personne qui va suivre vos formations? Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le Manager Score, c'est à peu près une trentaine de questions. Ça dure 5 à 10 minutes. Le manager donc, va avoir plusieurs questions défilées auxquelles il va devoir répondre avec une note de 1 à 5. Et à la fin, il a son beau dashboard avec une note sur 100. Et il a aussi la disponibilité de voir 7 métacompétences, 7 compétences de famille, comme sa compétence en gestion de la charge mentale ou sa capacité à donner du feedback. Et donc, ça lui permet de voir le détail et dans quoi il est bon et moins bon. Et là où il va devoir travailler, la charge mentale, c'est parfois l'organisation, c'est la manière de gérer son stress. Et ensuite, il y a un accompagnement. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il va pouvoir, à l'issue de son programme de formation, pouvoir se réévaluer de nouveau. C'est ça l'objet? Tout à fait. En fait, l'objectif aussi, c'est d'être capable de mesurer l'impact qu'ont nos formations, nos accompagnements dans les entreprises et donc d'être capable de savoir la valeur finalement qu'on apporte. Et donc, une fois que le manager a terminé la formation, 3 à 4 mois plus tard, il peut refaire ce questionnaire et voir du coup mesurer son évolution en management sur chaque métacompétence. Ce qui est intéressant quand même, et vous qui êtes coach, vous le savez mieux que quiconque, c'est souvent on achète des programmes de formation, en tout cas les entreprises, et ne se préoccupent pas suffisamment finalement de l'aval, de ce que la formation a procuré. Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle a fait grandir ou performer les personnes formées? Ça, c'est un vrai sujet quand même. C'est extrêmement frustrant en fait pour nous aujourd'hui d'être uniquement sur un suivi qualitatif. C'est pour ça qu'on a développé le Manager Score, pour être capable vraiment de faire comprendre aux entreprises aussi à quel point leur investissement a de la valeur, parce que c'est quand même un coût pour les entreprises et comme tout coût, il faut une dynamique ROI, c'est-à-dire comprendre que ça apporte plus d'argent in fine que ça n'en coûte. Vos cibles, ce sont les managers, on l'aura compris, qui sont extrêmement bousculés, l'IA, le télétravail, le Covid, enfin tous ces sujets. C'est quoi les grands thèmes sur lesquels, je dirais d'une manière un peu typologique, les managers sont en faiblesse? La charge mentale, vous l'évoquiez tout à l'heure?
Oui, alors c'est vrai que la charge mentale revient vraiment pas mal, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une quantité de stress assez forte au sein des entreprises, du stress qui n'est pas seulement lié aux compétences managériales, mais qui peut aussi venir d'au-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un programme là-dessus dans nos formations, bien sûr. Donc ça veut dire, et pour conclure, ce manager score va lui donner quoi? Un chiffre, un calcul de chiffres, un pourcentage. Et l'idée quand même, c'est qu'il puisse, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, avoir doublé son score. Il y a une graduation, vous situez des scores? Ouais, alors doubler, ça me paraît encore beaucoup. Aujourd'hui, on est vraiment sur une première version. D'ailleurs, on travaille déjà sur la deuxième. Donc, on n'est pas encore en mesure de calculer exactement le pourcentage d'évolution. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que doubler, ça me paraît difficile. Par contre, augmenter de 20 à 30% effectivement son score, c'est une possibilité. Donc précisons qu'il est gratuit, ça veut dire que totalement gratuit. On peut aller sur votre plateforme, sur votre site et faire le test. Absolument. Seul, je peux le faire en sortant de l'émission. Bien sûr, tout à fait. Et même pas que les managers, ceux qui souhaitent devenir managers, parce que ça peut leur permettre aussi de mesurer leur potentiel de management. Merci d'être venu nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Chloé Cayem, consultante RH, coach exécutif certifié chez, alors vous le dites mieux que moi, Ignition Programme. Ignition Programme, avec ce score, ce manager score qui vous permet et qui permettra de vous évaluer et de voir évidemment votre progression dans cette grande famille, cette grands piliers, c'est bien cela? 7 grands piliers, et de voir vraiment là où on est bon et moins bon pour continuer à progresser et évoluer. Merci Chloé d'être venue nous rendre visite. Avec grand plaisir, merci Arnaud. La suite de nos programmes, le cercle RH, on parle d'un sujet tabou, le deuil en entreprise, la manière dont un manager doit accompagner, écouter, accueillir une situation évidemment dramatique pour le salarié. On en parle avec deux expertes. Elles sont nos invitées dans le cercle RH. Le cercle RH, notre débat de Smart Job pour parler d'un sujet alors tabou, ô combien tabou, le deuil en entreprise. Alors pas le fait que nous mourions en entreprise, mais le fait d'accompagner un collaborateur qui vient expliquer ou pas d'ailleurs qu'il est touché par un drame familial et un deuil. Sujet un peu complexe, assez mal géré au fond par les DRH qui ne savent pas trop comment s'emparer de ce sujet. Et on va en parler aujourd'hui sans détour sur le plateau de Smart Job. Marie Tournigan, ravie de vous accueillir. Vous êtes déléguée générale du cabinet Empreinte, ça fait quoi, 25 ans? Oui, ça fait 27 ans maintenant. 27 ans que vous avez créé ce cabinet, vous êtes conférencière, alors auteur de plusieurs ouvrages, je dirais presque l'une des spécialistes en France de ce sujet, parce que livre 1, livre blanc 1, livre blanc 2, le b.a.-ba, parlons-en pour parler comme on va le faire aujourd'hui. Et puis, en juin dernier, un guide avec une cérémonie assez importante avec 3 ministres du gouvernement qui étaient à vos côtés, Stanislas Guerini, la secrétaire d'État Firmin Lebaudot et le ministre du Travail. Voilà, représenté. Soyons complets. Clara Lévy-Leparquet, on vous connaît sur notre plateau, vous venez régulièrement nous éveiller. On avait évoqué d'ailleurs ce sujet avec vous dans une chronique, CEO de MTH Coaching, et on avait parlé de cette question de la difficulté de dire ou ne pas dire. D'abord, commençons par le début. Est-ce que c'est réellement un sujet RH, vous qui avez un regard, je dirais, presque d'un quart de siècle sur cette question? C'est un sujet RH ou c'est un sujet qui est propre à l'intimité et dans lequel le RH, je dirais, n'a presque pas le droit d'entrer? Alors, je suis âgée, mais ça fait 10 ans, moi, que je suis sur ce projet-là. Je trouve que c'est le sujet qui est le plus clivant, finalement. On peut parler du deuil, mais le deuil au travail, c'est clivant. Pourquoi? Parce qu'on se demande si ça regarde ou pas l'entreprise. C'est la question. Ça la regarde? Et force est de constater avec les chiffres de l'enquête Crédoc que nous menons régulièrement, et on en reparlera, que oui, ça la regarde directement, ça regarde l'individu et le collectif, puisque l'entreprise, c'est là où on vit. C'est là où on vit et c'est là où on transporte aussi un certain nombre de choses de sa vie privée, et quand le deuil est là. J'ai lu une très jolie phrase d'une femme qui dit « mais c'est pas sans la tristesse, on est avec la tristesse et on doit faire avec ». On la transporte. Vous, Clara, qui accompagnez des collaborateurs ou des dirigeants, il faut briser le tabou de cette question du deuil. Il faut en parler. Il faut aller vers quelqu'un qui est victime d'un deuil. Déjà parce que le deuil, c'est un processus qui est très long dans la durée. Donc de toute façon, c'est une question qui se pose finalement même pas uniquement au moment du deuil, même si évidemment au moment où le décès se passe, c'est essentiel. Et ce qui est assez aberrant, c'est de pouvoir penser qu'il y a une étanchéité entre la vie professionnelle
où la vie personnelle et la vie professionnelle, et que tout d'un coup, quand on revient dans l'entreprise, on met ses soucis personnels de côté, qui sont énormes. C'est un drame de perdre un proche. Et aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, quand on perd un père, une mère, un conjoint, un frère, une sœur, une belle-mère ou un beau-père, on bénéficie de 3 petits jours. 3 jours. 3 petits jours, voilà. Ça ne couvre même pas le délai entre le décès de la personne et l'organisation de ses obsèques. Séchez vos larmes, ressaisissez-vous. Exactement. C'est ça. C'est Bruce Toussaint. C'est Bruce Toussaint. Je voudrais rendre à César ce qu'à César. À Bruce, qui est à Bruce, effectivement. Qui a sorti un livre d'ailleurs. Oui, absolument, sur le décès de ses 2 parents. Et en même temps, sur cette table ronde en juin qu'on avait organisée en sa présence à Bruce Toussaint, il y avait aussi une DRH d'une boîte qui avait perdu dans un accident d'avion 2 de ses proches et qui disait, moi j'ai eu besoin de retourner travailler tout de suite après. C'était vraiment nécessaire pour moi, c'était vital pour moi et j'ai eu besoin de cloisonner ma vie privée et ma vie pro. Je m'aperçois aujourd'hui que ça a eu des conséquences, mais j'ai eu besoin de le faire à ce moment-là. Donc il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Mais de pouvoir en parler, de demander à la personne ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle souhaite qu'on en parle ou pas, c'est déjà un bon début. Ce qu'elle souhaite, ça veut dire qu'on revient à ma question du début, on va voir le chiffre sur les DRH d'ailleurs, sur l'implication ou pas des DRH. Le chiffre est un peu troublant. 80% des actifs en deuil trouvent, alors c'est en tout cas la question qu'on leur a posée, que le soutien de leur RH inutile ou inadapté. J'ai presque envie de les défendre, les RH, parce qu'ils nous regardent beaucoup. C'est une situation extrêmement complexe pour le RH. J'y vais pas, j'ouvre la porte, j'en parle, au risque que la personne vous dise « mais laissez-moi vivre ce moment qui est très particulier ». Comment on fait là ? C'est extrêmement délicat. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut proposer collectivement, tout en ayant ensuite une adaptation complètement individuelle et au cas par cas de chacune des personnes, comme disait Marie, parce qu'on va tous avoir une réaction différente parce que chaque personne est unique, chaque deuil est unique. Et donc, chacun des collaborateurs aura une façon à lui. Et personne, en fait, n'est immunisé face au deuil et personne ne peut anticiper à l'avance comment il va vivre et réagir face à ce deuil. Donc, les RH ont une position très complexe et je pense que déjà, la première chose, c'est qu'ils soient bien informés sur ce que c'est que le deuil, qu'est-ce que c'est que ce processus, quelles sont les étapes. 3 jours, donc le débat qui est posé par les pouvoirs publics, puisque vous aviez des ministres qui vous ont entouré pour cet événement de juin, ça veut dire que ces ministres, Mme Firmin-Lebaudot et quelques autres, doivent travailler sur ces questions. C'est quoi ? C'est augmenter le nombre de jours pour, je dirais, traverser, faire son deuil, puisque c'est l'expression qu'on utilise, mais qu'on ne fait pas, son deuil, on ne le fait pas. On ne fait pas. Mais c'est pas grave, on vit avec. En fait, c'est une cicatrice qui dure et qui dure pour toute la vie. L'enjeu sur les jours de congé, il est aussi en termes de reconnaissance de la vulnérabilité et de la durabilité de ce vécu douloureux du deuil. Et il nous semble que c'est curieux d'allonger indéfiniment, même si c'est une très bonne chose de le faire, la durée du congé de deuil quand on perd un enfant et de rester de façon figée à 3 jours sur un autre deuil qui a tout autant d'importance. Une graduation qui est totalement, sur le plan psychique et clinique, erronée. En fait, il n'y a aucune raison de distinguer de cette façon le nombre de jours de congé. Avant de parler du coût, parce que parlons du coût quand même pour la société, les nombres d'arrêts maladie, 2 tiers des salariés qui vivent un deuil sont en arrêt maladie, d'une durée d'ailleurs plus ou moins longue, ça entraîne des dépressions. Un mot sur les aidants, parce que on voit que les 2 sujets sont assez proches, c'est la raison pour laquelle Agnès Firmin-Lebaudot se penche sur le sujet, c'est on est aidant, on va accompagner quelqu'un, on va beaucoup d'ailleurs s'user, et puis on va perdre cette personne, ce qui est presque double échec, double drame. C'est un double deuil, en fait. Il y a un premier deuil qui est le deuil anticipatoire, qui est celui de la personne en bonne santé, et en particulier quand la personne arrive vraiment en fin de vie. Et ensuite, et qui est tout aussi violent et qui ne va rien enlever à la violence du deuil qui survient, lui, au moment du décès. Double souffrance. Donc, double souffrance. Et puis, un investissement énorme de la part d'un aidant pendant des mois. Et donc, un sentiment pour beaucoup de vide, d'inutilité, un manque énorme. Et effectivement, c'est apprendre à vivre avec ce manque, apprendre à vivre avec la tristesse et non pas se dire effectivement on va faire son deuil, ça va prendre quelques jours, quelques semaines et puis ça tout ira bien. Et ça passera. Comme un mauvais rhume. C'est 85% des aidants qui sont des futurs endeuillés. 85% des personnes qui sont aidantes perdent leurs proches
et deviennent endeuillés. Donc on travaille beaucoup, on commence à parler de la post-aidance maintenant. Oui. On ne parle pas du deuil parce que ce n'est pas le bon mot, mais on parle de la post-aidance. C'est l'autre étape. Voilà, ça commence à rentrer un petit peu quand même dans les repérages des vulnérabilités durables dont il faut tenir compte. Ça, c'est les chiffres Crédoc dont vous parliez tout à l'heure. C'est intéressant de les souligner. 34 jours, c'est la durée annuelle moyenne. 7 semaines, ça représente 7 semaines en moyenne d'arrêt de travail lorsqu'on vit un deuil. 700 millions. Et en fait, assez souvent, 700 millions d'euros pour la sécurité ouais. sociale chaque année. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retourne au travail, ça ne se passe pas bien, on se met en arrêt. On retourne au travail, ça ne se passe pas bien, on se remet en arrêt. Et ainsi de suite jusqu'aux 11% qui quittent leur emploi. Donc ça provoque à la fois une immense tristesse, mais aussi un drame social, puisque en fait, ça peut conduire à une dépression qui nous fait nous éloigner finalement d'un de ces centres de gravité qu'est le travail. Et si on en revient aussi plus précisément au sujet des aidants, en fait, ils sont épuisés. Et donc finalement, alors déjà, il y a beaucoup d'arrêts, même avant le décès de la personne, mais après le décès, à un moment donné, ça devient extrêmement compliqué de revenir au travail. Alors, même si on oublie l'histoire des 3 jours, qui est complètement absurde. Et quand même, je voudrais revenir sur les 3 jours. C'est comme s'il y avait une hiérarchie dans le deuil. Clairement. Et c'est comme si la société banalisait certains décès sous prétexte, par exemple, que perdre un parent fait partie de l'ordre naturel des choses. Et alors qu'en réalité, effectivement, comme le disait Marie, n'importe quel décès est extrêmement douloureux, est extrêmement perturbant dans la vie d'un individu. Et on ne peut pas dire que c'est plus douloureux de perdre telle ou telle personne. Ça n'a pas de sens, en fait. Marie, il y a la loi fin de vie, peut-être dans laquelle s'introduira le débat que nous avons là, donc ça veut dire que ça deviendra un débat législatif, une prise en compte de la représentation nationale. Quelles sont, vos propositions ? Parce que j'imagine qu'on doit vous écouter, on doit vous consulter, on doit venir vous voir et vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a la chance de commencer à être entendu, effectivement, grâce à ces chiffres qui font parler, en fait. Les chiffres, ils viennent d'où ? De l'accompagnement d'une personne individuelle. On se dit, il y a un sujet, on va voir avec le Crédoc si ça concerne beaucoup de monde, et si oui, on agit. Donc, nous, dans les revendications, il y a l'allongement de la durée du congé de deuil, ça c'est sûr. Il y a aussi la désignation ou la formation d'un référent deuil dans chaque entreprise, comme il y en a sur le handicap. Qu'il y ait au moins une personne dans l'entreprise qui soit personne ressource, qui ait quelques billes sur qu'est-ce que c'est qu'un deuil. Ok, c'est la douleur, mais c'est aussi un processus de cicatrisation. Donc la personne va aller mieux, mais ça va prendre du temps. Et comment ça va se passer ? Donc il faut l'accepter. Donc il faut l'accepter, il faut faire de la place à ça. Et puis il faut anticiper. C'est pas une surprise qu'on décède, que des salariés décèdent ou que des salariés vivent des deuils. C'est pas une surprise. Donc on peut anticiper et faire des protocoles anticipatoires sur ce sujet. Juste, quand même, pour y voir clair, on évoque les aidants qui, pour certains, savent que la personne qui les accompagne, un proche, une épouse, un époux, est en fin de vie. Et ils vont aller au bout de cette histoire terrible. Et puis, il y a le deuil dramatique de l'accident inopiné. On a quitté l'entreprise le soir et puis le matin, on est un autre. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de situations différentes parce qu'il y a aussi les décès sur le lieu de travail. Bien sûr. Donc il y a les accidents et les suicides, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors. Tout ça rentre dans le scope du deuil au travail. Il n'y a pas que les aidants. Augmentation d'ailleurs, puisqu'on en parle des suicides sur les lieux de travail ou pas ? Ou est-ce qu'on est toujours sur des chiffres stables ? À ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation de ce côté-là. Mais on continue malgré tout à se suicider sur son lieu de travail. Totalement. Et le phénomène dit de contagion suicidaire est toujours aussi présent. Et c'est vrai qu'autant on arrive un petit peu à réduire le taux de suicide chez les jeunes, autant chez les plus âgés, ça reste un chiffre assez élevé pour l'Europe. Pour en venir à la relation humaine, au-delà de ces chiffres qui sont évidemment alertants pour les pouvoirs publics, est-ce qu'on peut autoriser un salarié qui vit cette situation de ne pas en parler ? C'est-à-dire, il n'y a rien d'obligatoire. Bien sûr. Si je veux tout garder pour moi. Mais en fait, c'est vraiment au cas par cas. Il y a même des salariés qui parfois ne l'évoquent pas, soit parce que ça s'est passé pendant leurs vacances, par exemple, et donc finalement ils reviennent sans en parler. C'est terrible. Il y en a qui le disent à une seule personne éventuellement pour avoir droit à leur congé et ne souhaitent absolument pas en discuter. Et c'est ça qui est important, je pense, pour un RH, d'identifier auprès de la personne endeuillée, c'est quels sont ses souhaits. Et ensuite, se dire que c'est un sujet qui ne doit plus être tabou pour la personne, en tout cas, qui a ce souhait d'en parler.
et d'avoir une oreille attentive, de s'éviter aussi de donner trop de conseils, parce que finalement, la façon de traverser cette période est extrêmement complexe et personnelle. Et peut-être aussi se dire qu'il ne faut pas consoler à tout prix. Parce que quand on veut consoler quelqu'un à tout prix, c'est comme si on lui tendait un mouchoir en lui disant « bon, sèche tes larmes et puis passons à autre chose. » Et puis pleure un bon coup, ça ira mieux. Pleure un bon coup, ça ira mieux, et puis redeviens performant dans quelques jours. C'est ça. Et j'aime bien le terme de vulnérabilité, qui est un sujet qu'on évoque de plus en plus, et en même temps qui reste aussi un sujet tabou. C'est comment est-ce qu'on fait de la place et comment on accompagne les personnes en situation de vulnérabilité. Et une personne qui vit un deuil est une personne, évidemment, en situation de vulnérabilité. D'ailleurs, pour revenir au référent deuil, vous évoquiez le référent handicap, alors il existe, pas partout, mais il y en a. Un référent deuil, c'est aussi quelqu'un qui écarterait les bras pour lui laisser un peu de place à cette personne, pour la laisser pouvoir continuer à vivre dans l'entreprise, parce qu'elle s'exclut par sa situation de tristesse presque d'elle-même. Alors, c'est vraiment... ce qui est très important, c'est de poser la question à la personne concernée sur ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite qu'on annonce le décès ou pas? Est-ce qu'elle souhaite qu'on annonce les causes du décès ou pas? Exact. Qu'on aille aux obsèques ou pas? Et ainsi de suite, tout au long de son processus de deuil. Donc, cette personne référent deuil saurait comment s'y prendre pour poser ces questions-là. C'est tout bête. Et surtout être au plus près de la personne pour lui poser des questions fatidiques que vous soulevez. C'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'on dépose une couronne? Est-ce que tu veux que les collègues viennent t'accompagner? C'est des questions fondamentales. Soit représentée. Exact. Il y a beaucoup de situations où c'est le flou total et on improvise à chaque fois. Je pense par exemple aux usines. Quand il y a un décès sur le lieu de travail dans les usines, est-ce que l'usine s'arrête ou pas? On pourrait penser en amont un protocole qui décide si l'usine va s'arrêter ou pas. Et c'est des choses qui ne se font pas. Donc c'est pour ça qu'on a sorti notre petit guide. Guide qui a été remis au ministre qui était présent. 3 ministres. Et vous me disiez en coulisses, c'est pas pour déflorer des secrets, mais que dans la loi fin de vie, en tout cas cette question, elle va être introduite par voie d'amendement, j'imagine. Ce qui est nouveau, c'est que dans la loi sur la fin de vie, on va parler et des aidants et du deuil, et y compris de dispositifs qui accompagnent le deuil au travail. J'ai bien entendu que pour les aidants, c'était une deuxième étape. Ils vivent d'abord un drame terrible d'accompagnant, dans la douleur, parfois dans la fatigue. Certains d'ailleurs tombent malades. J'ai lu des chiffres alarmants. Décèdent avant la personne qu'ils accompagnent, tellement ils s'investissent. Absolument. C'est terrible. Oui, dans mon cas personnel, moi j'ai eu 2 arrêts. J'en ai eu plusieurs pendant la période d'aidance, et j'en ai eu un... au moment où j'ai cru pouvoir reprendre, au bout d'1 semaine, et en fait, c'était pas possible. Rechute. C'est ça, en fait. Et poursuite. Oui. On croit être fort et en fait on... Et je pense que le manager et le RH doivent être attentifs aux signaux faibles dans la durée, parce que, alors déjà, il y a ceux qui reviennent effectivement très vite au travail et qui se réinvestissent, et c'est pas pour autant qu'ils vont pas avoir l'effet boomerang 6 mois plus tard. Le contre-coup. Voilà, il faut penser aux périodes de fêtes, de fin d'année. Alors on approche des fêtes, alors parlons-en. Mais qu'est-ce que c'est terrible de dire à quelqu'un bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, alors soit parce qu'il a son proche en fin de vie, soit parce qu'il a perdu et que ça va être ses premières fêtes. Et il n'y a même pas que les premières d'ailleurs. La formule devient maladroite. Voilà, et donc c'est bien sûr, c'est être attentif aux personnes qu'on sait en situation de vulnérabilité. Je vais vous prendre ce petit guide parce que j'aimerais le montrer, c'est important, parce qu'il y a les livres blancs que vous avez sur Internet, on peut vous lire et vous découvrir, mais c'est Deuil au travail, comment l'accompagner, cabinet Empreinte, accompagner le deuil. Et je pense qu'on peut se procurer en allant sur le site internet d'Empreinte. C'est très pratique. Merci à vous deux, mesdames, de nous avoir éclairés et d'avoir parlé de ce sujet dont on risque de reparler à l'occasion de la loi fin de vie. Avec plaisir. Marie Tournigan, merci d'être venue nous rendre visite, déléguée générale du cabinet Empreinte, et puis Clara Lévy, le parquet CEO de MTH Coaching. Merci à vous deux, mesdames. On termine notre émission. Vous connaissez la formule avec Fenêtre sur l'emploi, le digital learning. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler de formation, les Français et la formation professionnelle d'une manière générale. Et puis on fera, j'en suis sûr, un focus aussi sur le digital learning, sur la manière d'accompagner à distance les salariés. Nicolas Montetago, ravi de vous accueillir. Directeur général d'Octogone Group. Ce n'est pas un groupe qui fait du non, MMA. Pas du tout. Non, on est dans la formation. On n'est pas dans l'octogone. Pas du tout. On n'est pas dans le combat, on est dans l'accompagnement.
Accompagnement. Alors, d'abord, préciser un tout petit peu sur les enjeux de formation. Vous faites de la formation en hard skills, sur des métiers, sur des compétences. Exactement. Du marketing, du commercial, de la finance, du management, de l'IT, des ressources humaines. Là, vous avez, vous, un réceptacle assez intéressant parce que vous voyez qui vient se former. Réforme du CPF, reste à charge, plus compliqué d'accéder au CPF. Qui vient se former? Quelles sont les grandes familles qui viennent, qui poussent la porte des organismes de formation et du vôtre? Alors, Visiplus Academy forme des salariés et des demandeurs d'emploi. En règle générale, chez Visiplus Academy, c'est des collaborateurs ou des demandeurs d'emploi qui ont entre 25 et 35 ans. C'est plutôt féminin. Et c'est pour évoluer dans son travail, apprendre de nouvelles compétences. Voilà. Évoluer dans son travail, on parle du CPF, c'est le salarié qui lui-même va aller chercher cette formation, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, par bloc de collaborateurs ou d'équipes, leur disent, attendez, il faut impérativement qu'on se forme. Ça, c'est quoi la proportion entre ceux qui poussent d'eux-mêmes et les entreprises qui disent, on vous amène 300 salariés? On va dire c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc effectivement, on travaille avec les entreprises, on propose des parcours de formation personnalisés. Voilà, en gros, c'est assez équilibré chez nous. La réforme de la formation, elle a créé un boost absolument incroyable. J'imagine que vous l'avez ressenti. Exactement. Comment ça s'est matérialisé? C'est-à-dire plus de demandes, plus envie de se former, plus d'engagement? Alors, il y a eu l'accélérateur de la crise Covid, c'est évident, qui a accéléré tout le marché. Il y a un avant et un après sur la formation, on va en parler sur le baromètre. Et donc, ça nous a développé comme d'autres organismes de formation. Mais il y a eu une vraie prise de conscience à ce moment-là que il fallait se former tout au long de sa vie professionnelle pour changer, évoluer, se réorienter, se reconvertir, etc. Justement, ce fameux baromètre BVA sur la formation professionnelle, alors, il y a eu un petit trou d'air quand même, il faut le dire, avec la nouvelle réforme CPF. On a vu quand même un certain nombre de Français qui a beaucoup freiné, qui retenaient leurs doigts sur le clavier. Mais 28% des Français ont engagé une démarche selon ce baromètre pour se former dans l'année. Il y a quand même un intérêt des actifs aujourd'hui pour la formation professionnelle. Le message est passé. Énorme. Un tiers, c'est pas rien. Évidemment, c'est 10 points de moins par rapport au plus fort de la crise sanitaire, mais la crise sanitaire, ça a été un moment exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les conséquences maintenant sont pérennes. La crise, elle est derrière nous. Aujourd'hui, on a environ un tiers des actifs qui réfléchissent à la formation, se forment ou ont été formés, et c'est assez énorme. Avant de nous quitter, parce qu'Octogone, on a compris que c'était le Visiplus Academy, quelque chose de plus global, il y a le digital learning, il y a l'idée que les collaborateurs, alors on a connu la formation dans des salles de classe, salles carrées, classiques. Le digital learning, c'est quand même un peu de l'innovation aussi pédagogique, c'est une autre manière d'apprendre, non? C'est une manière complémentaire. Il ne faut pas opposer les deux, et on est spécialiste, on est le leader du digital learning en France, mais en fait, on ne dit pas que c'est la modalité qui va remplacer toute la formation. On dit juste que c'est une modalité extrêmement pratique qui résout plein de problèmes de temps, de transport, etc. Et on voit dans l'étude dont on va parler qu'elle est plébiscitée. Aujourd'hui, 60% des actifs plébiscitent cette modalité par rapport au présentiel. C'est 17 points de mieux qu'avant la crise sanitaire. Donc on voit bien encore une fois que la crise sanitaire est derrière nous et que ses conséquences sont durables. Avant de nous quitter quand même, est-ce qu'il y a une petite inquiétude sur cette fameuse réforme du CPF dont on voit quand même qu'elle a un impact? Le reste à charge, l'instabilité, une incertitude. Est-ce que ça vous inquiète? On voit que les Français veulent toujours se former, mais sont moins, l'information est moins facile à trouver, etc. Donc il y a quand même un enjeu des pouvoirs publics à faciliter l'accès à l'information sur les formations. Et puis il y a ce sujet dont vous avez parlé, le reste à charge sur le CPF, qui est en débat actuellement. Oui. Et on voit dans l'étude que ce serait un frein majeur pour les salariés. Précisons qu'il est en suspens puisqu'il est en débat dans le cadre de la deuxième lecture, me semble-t-il, de la loi plein emploi. Exactement, le budget. Et dans le budget. Merci Nicolas Montetago, vous êtes directeur général d'Octogone Group à l'intérieur d'une grosse structure, Visiplus. On est bien d'accord? Je n'ai pas dit de bêtises, c'est pas dans l'autre sens? C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Octogone, dans lequel il y a Visiplus. Je voyais bien que vous réagissiez. Et l'ISCODE sur l'alternance. Absolument. Voilà, que les choses soient remises dans le bon ordre. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Alexis au son. Et merci à Nicolas Juchat de me parler dans l'oreille pour chacune de ces émissions. Puis merci à Alexis, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.